Salut à tous! Pendant près de 2 mois, la République islamique a raconté une seule histoire au monde. Le nouveau guide suprême avait été blessé dans la frappe qui avait tué son père, gravement blessé, le visage et les lèvres brûlés, 3 chirurgies à une jambe, une possible prothèse, une possible chirurgie plastique avant toute apparition publique, mais vivant, lucide, prenant des décisions depuis l'endroit où il recevait des soins, guidant le régime à travers sa pire crise, depuis la Révolution au moyen de notes manuscrites transportées par des courriers à moto, parce que les communications électroniques pouvaient être retracées. C'était l'histoire officielle. Hier, dans la ville de Mashhad, lieu de naissance de l'ancien guide suprême, Ali Khamenei, la République islamique a pu être racontée accidentellement une autre histoire. Des partisans du régime ont dévoilé une nouvelle murale, une peinture hommage aux figures tuées depuis le début de cette guerre. Ali Khamenei au centre, l'ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique, en haut à gauche, un ancien président en bas à gauche, Qassem Soleimani, le général, éliminé par Trump lors de son premier mandat, en bas à droite. Dans l'orbite de Trump, même une murale peut devenir un accessoire de campagne avant que quelqu'un vérifie si la peinture est sèche. Et tout en haut de la murale, présenté aux côtés des morts, placé parmi les martyrs du conflit, se trouvait le visage de Mojtaba Khamenei, l'homme que la République islamique affirme être vivant, l'homme dont les décisions sont censées guider l'Iran à travers les négociations nucléaires, la crise d'Ormuz et la consolidation du pouvoir du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI. Son visage sur une murale commémorant les morts. Cela ne venait pas d'un compte d'opposition, cela ne venait pas du renseignement israélien, cela ne venait pas d'un briefing du gouvernement américain. Cela venait de gens à l'intérieur du régime, de partisans du régime, de ceux qui ont peint la murale dans la ville où son père est né, et qui, s'ils avaient accès à l'information, sauraient si l'homme qu'ils représentaient était vivant ou mort. Et lorsque Trump a été interrogé directement sur le vide au sommet du pouvoir à Téhéran, sa réponse a frappé plus fort qu'une bombe. Ils ne savent pas qui dirige le spectacle. Ils se battent entre eux, énormément de luttes internes. Je traiterai avec celui qui dirige le spectacle. Nous avons toutes les cartes. C'est la formule classique des conférences de presse de Trump, transformer l'incertitude en main de poker et appeler cela une stratégie. Parce que si Mojtaba Khamenei est mort, ce qui est déjà l'effondrement de régime le plus chaotique de l'histoire de la République islamique vient de devenir quelque chose de catégoriquement différent. Et les 72 prochaines heures détermineront si ce qui se passe actuellement à Téhéran est une crise gérée ou un démantèlement terminal. Pour comprendre ce que signifie la murale de Mashhad, il faut comprendre ce qu'il faudrait pour que des partisans du régime commettent cette erreur accidentellement. Les murales de martyrs en Iran ne sont pas spontanées, elles sont officiellement sanctionnées. Le choix des visages qui apparaissent aux côtés des figures fondatrices de la Révolution n'est pas une décision prise à la légère par un artiste local avec une bombe de peinture. Ce sont des déclarations politiques. Les gens qui ont organisé et approuvé la murale de Mashhad savent ce que signifie placer un visage sur un mur des morts. Ils comprennent le langage du médium. Pour que le visage de Mojtaba Khamenei apparaisse sur cette murale, quelqu'un qui connaissait son véritable état a autorisé son inclusion. L'autre possibilité, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une erreur négligente commise par des gens qui auraient simplement mal compris quelle figure devait figurer dans une commémoration de martyrs, est extraordinairement invraisemblable étant donné la sensibilité politique de tout ce qui concerne le statut du guide suprême. Le régime gère le récit autour de l'état de Khamenei avec une précision exceptionnelle depuis 2 mois. Chaque détail rendu public, le visage brûlé, les 3 chirurgies, la possible prothèse, l'accès restreint, les courriers à moto, a été calculé pour établir une image précise. Blessé, mais fonctionnel, présent, mais protégé, vivant et décisionnaire. Un régime capable d'un tel niveau de gestion de l'information ne place pas accidentellement une personne vivante sur une murale de martyrs, à moins que les gens qui peignent cette murale disposent d'une information différente de celle fournie par la version officielle. La déclaration de Trump renforce l'image du renseignement du côté américain. Personne ne sait qui se trouve au sommet. Ils se battent pour ne pas être le chef, parce que 2 niveaux de dirigeants ont été éliminés.
Cette dernière formule est particulièrement révélatrice. 2 niveaux de leadership ont été éliminés. Pour les mégaphones pro-Trump, cette phrase n'est pas seulement une analyse, c'est déjà une bannière de victoire en attente du bon angle de caméra. La frappe du 28 février a tué Ali Khamenei et 48 autres responsables simultanément. Si Mojtaba Khamenei est maintenant lui aussi mort ou incapacitant au point de plus pouvoir gouverner, l'Iran a perdu 3 niveaux consécutifs d'autorité suprême en moins de 2 mois. Le régime qui avait été construit sur le concept d'une autorité absolue émanant d'une seule figure idéologique au sommet d'une hiérarchie, clairement définie, a perdu ce sommet. Ce qui reste, c'est la hiérarchie sans sa tête et l'institution qui comble ce vide depuis la première frappe. Le CGRI, sous le commandement d'Ahmad Vahidi, fonctionne maintenant potentiellement sans même la fiction d'une supervision par le guide suprême. Maintenant, regardez ce qui s'est passé dans les 72 heures entourant l'apparition de la murale, parce que la chronologie diplomatique raconte sa propre histoire sur la pression qui pousse chaque acteur dans cette crise. Le ministre iranien des Affaires étrangères avait terminé sa tournée à Islamabad, Mascate et Moscou, puis avait quitté le Pakistan. Dans les heures qui ont suivi son départ, Trump a annoncé qu'il annulait le voyage prévu des envoyés spéciaux Jared Kushner et Steve Witkoff au Pakistan. La justification était directe, le vol était trop long. L'Iran n'a pas démontré que quiconque négocie a l'autorité nécessaire pour appliquer ce à quoi il consent. Nous avons toutes les cartes. Ils peuvent nous appeler quand ils seront prêts. Apparemment, la diplomatie peut être rétrogradée à une fatigue de transport aérien quand le podium a besoin d'un titre plus dur. Dans les 10 minutes suivant cette annonce d'annulation, l'Iran a envoyé une nouvelle proposition, une meilleure selon la propre description de Trump. La séquence de ces 10 minutes est le point de données le plus révélateur de toute la phase actuelle de cette crise. Les États-Unis annoncent qu'ils se retirent des pourparlers. L'Iran, en 10 minutes, produit une proposition concrètement améliorée par rapport à ce qu'il offrait auparavant. Ce n'est pas le comportement d'un régime qui a du levier, ce n'est pas le comportement d'une partie qui croit que le temps travaille en sa faveur, c'est le comportement d'un gouvernement qui regarde une horloge ne tournant que dans une seule direction et qui comprend, avec la clarté du véritable désespoir, que la prochaine concession qu'il pourra obtenir de l'environnement de négociation vaudra moins que celle qu'il peut obtenir maintenant. Trump l'a exprimé avec une franchise inhabituelle. Ils disent qu'il ne leur reste qu'environ 3 jours avant que cela arrive. Quand ça explose, on ne peut jamais le reconstruire comme avant. Ce sera toujours, si on peut le reconstruire du tout, environ 50% de ce que c'est maintenant. Rien ne vend une crise comme un compte à rebours de Trump, avec des chiffres assez nets pour la télévision et assez flous pour les applaudissements. L'Iran possède 9 superpétroliers retirés du service dans le golfe Persique. Si les 9 sont sortis de leur retraite et convertis en stockage flottant, les calculs les plus optimistes suggèrent que l'Iran gagne environ 18 jours supplémentaires avant que le problème de stockage devienne un problème d'arrêt forcé. 18 jours. Dans un contexte de négociations diplomatiques déjà suspendues, relancé, perturbé par des changements de leadership, compliqué par des coups de force du CGRI contre l'équipe de négociation, et maintenant potentiellement plongé dans un niveau supplémentaire de chaos par la possibilité que le guide suprême, dont le conseil est censé diriger le processus, n'existe peu, être plus. Voici ce que la dimension des sanctions ajoute à la pression déjà créée par le blocus. Il y a 2 jours, le Trésor américain a sanctionné une raffinerie indépendante chinoise de type TIPO. Les raffineries TIPOT sont de petites structures financières délibérément construites par la Chine précisément pour acheter du pétrole à des pays sanctionnés. Les grandes compagnies pétrolières d'État chinoises, des géants comme Sinopec et Petrochina, ne peuvent pas toucher au pétrole iranien ou russe sans risquer de perdre leur accès au système bancaire international, aux transactions en dollars américains et aux énormes portefeuilles d'investissements occidentaux qui rendent viables leurs opérations mondiales. Alors, la Chine a construit un système parallèle de petites raffineries qui fonctionnent à l'extérieur de l'architecture financière libellée en dollars américains, qui ne dépendent pas des investissements occidentaux et qui peuvent acheter du pétrole sanctionné sans déclencher l'exposition qui tue les grandes sociétés.
Sanctionner directement une raffinerie Teapot n'est pas une tentative de mettre la raffinerie elle-même en faillite. Le Trésor comprend qu'une raffinerie construite précisément pour fonctionner hors de portée financière américaine ne peut pas simplement être fermée par une désignation américaine. La cible, c'est l'écosystème de soutien. Les compagnies maritimes qui transportent le pétrole ont besoin d'assurance, les banques qui traitent les paiements pour ces compagnies maritimes ont besoin de relations bancaires correspondantes. Les intermédiaires logistiques qui relient la raffinerie à ses fournisseurs sanctionnés ont besoin d'infrastructures financières qui touchent quelque part dans la chaîne à des systèmes libellés en dollars américains. Quand le Trésor sanctionne une raffinerie Teapot, il dit à chaque compagnie maritime, chaque assureur, chaque banque et chaque firme logistique de cet écosystème que faire affaire avec cette entité crée désormais pour eux une exposition aux sanctions américaines. La raffinerie survit, mais sa chaîne d'approvisionnement devient plus coûteuse, plus compliquée et plus difficile d'accès à chaque nouvelle désignation. Le pétrole iranien, qui se vendait déjà à rabais à cause du blocus, atteint maintenant les raffineries prêtes à l'acheter par une chaîne logistique de plus en plus coûteuse et risquée. Les marges de tous les acteurs de cette chaîne se compriment. Le prix réel que l'Iran reçoit pour chaque baril qu'il peut déplacer se comprime encore davantage. Le chiffre de 500 millions de dollars par jour de pertes que Trump cite est la contribution principale du blocus. Dans le manuel de style de Trump, un chiffre de pertes quotidiennes devient plus puissant plus, il est répété comme un slogan. Les sanctions contre les raffineries Teapot sont les taux secondaires, travaillant aux marges des réseaux de contournement qu'utilisent l'Iran et ses partenaires commerciaux pour maintenir encore un certain flux. Et maintenant, le Trésor s'attaque aux actifs en crypto-monnaie. Des responsables du régime iranien détenaient des avoirs en crypto-monnaie, vraisemblablement comme protection contre exactement le type de pression financière que le blocus et les sanctions ont produit. Le Trésor a atteint ses comptes par les entreprises qui les détenaient, gelant l'accès à des actifs qui avaient probablement été placés comme réserve d'urgence à l'extérieur du système bancaire traditionnel, que les sanctions contraignent le plus directement. Ce n'est pas un coût majeur en soi. Trump le reconnaît. La saisie des crypto-monnaies est un ajout mineur à une architecture de pression qui produit déjà l'urgence du stockage pétrolier, mais c'est un signal. Chaque canal financier que le régime utilisait, les raffineries Teapot, les réserves en crypto-monnaie, le réseau maritime de la flotte fantôme que la saisie du MV Tuska a exposé, est en train d'être identifié, cartographié et progressivement fermé. Maintenant, regardez la position du CGRI dans tout cela, parce que l'institution qui consolide son pouvoir depuis la frappe du 28 février fonctionne maintenant dans un contexte que sa stratégie de consolidation n'avait pu être pas pleinement anticipée. La stratégie de Vaidi reposait sur une hypothèse précise. Le CGRI pouvait prendre le contrôle de l'appareil décisionnel de l'État iranien tout en maintenant assez de pression externe sur le processus de négociation pour empêcher qu'un accord soit conclu, préservant ainsi les conditions de conflit qui justifient la domination du CGRI jusqu'à ce que, éventuellement, les acteurs extérieurs, les États-Unis, la communauté internationale, le monde commercial acceptent un cadre qui laisse intacte la position institutionnelle du CGRI. Cette stratégie exigeait un guide suprême viable au sommet, non pas un guide suprême fonctionnel au sens d'un décideur indépendant capable de produire des résultats inattendus, un guide suprême qui fournit une légitimité constitutionnelle aux décisions déjà prises par le cercle interne du CGRI, dont le nom et l'autorité peuvent être invoqués dans les communications et dont l'existence continue garantit que le régime maintient sa structure formelle même si le vrai pouvoir se consolide ailleurs. Si Mojtaba Khamenei est mort, Vaidi n'a pas cette figure de légitimation. Le CGRI ne dirige pas simplement l'Iran derrière une façade civile, il dirige l'Iran sans aucune façade civile. Et la volonté de la communauté internationale de traiter avec un régime qui est ouvertement et clairement une organisation militaire sans autorité civile et sans guide suprême est nettement plus faible que sa volonté de traiter avec ce qui semble être un système hybride où des factions civiles et militaires se faisaient concurrence. Plus immédiatement,
Le Conseil du Guide suprême était le mécanisme par lequel même les décisions du CGRI acquéraient l'autorité constitutionnelle requise pour être mises en œuvre dans l'ensemble de l'appareil d'État iranien. Sans guide suprême pour ancrer ce Conseil, la source d'autorité de chaque décision majeure devient contestée. Ce qui signifie que le CGRI doit exercer le pouvoir, non pas par des canaux constitutionnels, mais par la coercition brute. Ce qui signifie que l'obéissance de chaque institution de l'État, chaque ministère, chaque organe judiciaire, chaque élément de l'appareil de sécurité, qui n'est pas directement sous commandement du CGRI, devient une question à laquelle il faut répondre par la force plutôt que par la légitimité. Diriger un État de 85 millions de personnes par la coercition brute tout en gérant simultanément un blocus économique coûtant 500 millions de dollars par jour, une urgence de stockage pétrolier avec un horizon de 3 jours, des soldats et des membres de milices impayés, des négociations nucléaires en cours avec les États-Unis et une population nationale dont 63% croient déjà que cette guerre n'a rien à voir avec elle, n'est pas un modèle de gouvernance durable. Dans ce contexte, le ministre iranien des Affaires étrangères est retourné au Pakistan. Le même ministre des Affaires étrangères qui venait de terminer sa tournée à Islamabad, Mascate et Moscou. Cette évaluation n'est pas un cadrage partisan américain. C'est une lecture du comportement de deux parties dans une négociation où l'une détient toutes les cartes et l'autre regarde ses puits de pétrole approcher du point d'arrêt irréversible. Trump a confirmé la pression avec une précision inhabituelle. Quand le stockage se remplit et que la production doit être réduite, le système ne se contente pas de faire pause en attendant que les conditions s'améliorent. La pression accumulée sous terre par des années de processus d'injection et d'extraction ne tolère pas un arrêt soudain sans conséquences physiques. Les dommages géologiques qui s'accumulent lors d'un arrêt forcé dans ces conditions ne sont pas simplement une perte de capacité de production. Ce sont des dommages structurels à l'architecture même du réservoir. Le camp Trump préfère ce genre de récit de pression, géologie, sanctions et théâtre, marchant tous derrière le même micro. Les propres ingénieurs pétroliers de l'Iran le savent, les conseillers économiques du régime le savent, le conseil du guide suprême, s'il existe encore, en a été informé. 3 jours, c'était l'évaluation publique de Trump sur le temps qu'il reste à l'Iran avant que la situation de stockage produise l'événement physique irréversible qui réduit de façon permanente la capacité de production pétrolière iranienne à environ 50% de son niveau actuel. 50%. Pas un revers temporaire, pas un problème récupérable. Une réduction permanente du principal actif économique de l'Iran, sa capacité à générer des revenus pétroliers, qui limitera la puissance économique iranienne pendant des décennies, quel que soit l'accord finalement conclu, quel que soit le moment où les sanctions seront éventuellement levées, quel que soit l'investissement de reconstruction qui finira par arriver dans les infrastructures iraniennes. Les puits arrêtés dans ces conditions ne reviendront pas pleinement, les revenus qu'ils auraient générés ne seront jamais générés, l'avenir économique qui dépendait d'eux disparaît tout simplement. Voilà ce que le ministre iranien des Affaires étrangères retourne au Pakistan pour empêcher. Maintenant, regardez ce que Trump a dit à propos de la voie possible, parce que cela contient un détail qui n'a pas reçu assez d'attention. L'Iran n'a pas nécessairement besoin d'un accord de paix complet pour faire lever le blocus. Si le régime est prêt à dire que le détroit d'Ormuz est ouvert à tout le monde, il existe une possibilité que les États-Unis lèvent le blocus pendant que les négociations sur le cadre de paix plus large se poursuivent séparément. Seul Trump peut présenter une rampe de sortie partielle comme un geste de retenue et de domination dans le même souffle. C'est une déclaration importante. Elle suggère que Washington a séparé la question d'Ormuz de la question nucléaire dans sa propre réflexion stratégique. Ouvrir le détroit, rétablir la navigation commerciale, soulager l'urgence de stockage pétrolier, tout cela pourrait potentiellement être accompli par une mesure préliminaire de confiance qui n'exigerait pas que l'Iran règle simultanément le sort de son programme nucléaire.
La raison pour laquelle cela compte, c'est que cela donne à la faction diplomatique iranienne, si elle en a encore une capable de fonctionner, une voie pour arrêter l'horloge géologique sans obliger le CGRI à accepter des conditions nucléaires au même moment. Un CGRI qui ne permettra pas que des concessions nucléaires arrivent sur la table pourrait être persuadé d'accepter un cadre de réouverture d'Ormus qui soulage l'urgence économique immédiate tout en préservant la position de négociation du CGRI sur le dossier nucléaire pour une ronde de négociations ultérieures. La question à laquelle personne du côté américain ne peut actuellement répondre avec confiance est de savoir si le CGRI est capable de faire ce calcul en ce moment, compte tenu du chaos apparent dans la structure décisionnelle de Téhéran, de la possible mort du guide suprême, de la consolidation du pouvoir, dans une institution dont la stratégie exige la poursuite du conflit, et de l'écartement des membres de l'équipe de négociation les plus capables de naviguer des compromis diplomatiques complexes. Trump l'a dit clairement, je traiterai avec celui qui dirige le spectacle. Ils se battent entre eux. Il y a énormément de luttes internes. Mais nous avons toutes les cartes. Toutes les cartes. Quand la réponse à l'effondrement d'un État se résume à toutes les cartes, la note de politique étrangère a officiellement été remplacée par une métaphore de casino. Les 3 porte-avions, le blocus, l'horloge géologique, les sanctions contre les raffineries Teapot, les gels d'actifs en crypto-monnaie, le tableau du renseignement tiré de l'analyse de la cargaison du MV Tuska, le levier diplomatique provenant des retours répétés de l'Iran à la table de négociation pakistanaise, les dommages économiques qui ne peuvent être annulés même si un accord est conclu demain, tous sont dans la main de Washington. Et au-dessus de tout cela, la murale de Machhad, des partisans du régime, des gens qui ont accès à l'information circulant dans le système des responsables, des initiés, des figures connectées, qui comprennent ce qui se passe réellement à l'intérieur du cercle du pouvoir, des gens qui connaissent la différence entre représenter un dirigeant vivant et représenter un martyr, le visage de Mojtaba Khamenei peint sur un mur des morts. Le CGRI était l'institution de Mojtaba avant qu'il devienne guide suprême. Les commandants qui ont poussé son élection à travers l'Assemblée des experts, en menaçant chaque membre qui aurait pu voter différemment, l'ont fait parce qu'il était leur allié. Leur figure préférée au sommet de la structure constitutionnelle qui légitime leur pouvoir. Sa mort, si c'est bien ce que confirme la murale, ne retire pas simplement un guide suprême. Elle retire au CGRI son propre instrument choisi de légitimation. Ahmad Vaidi contrôle maintenant l'équipe de négociation. Il contrôle le commandement militaire. Il contrôle des portions croissantes du gouvernement civil. Il a marginalisé le président, le ministre des Affaires étrangères dans toute la mesure possible et le président du Parlement. Il est l'individu le plus puissant en Iran à l'heure actuelle, selon toute mesure structurelle. Et il fait peu être tout cela sans guide suprême pour le légitimer. La consolidation du pouvoir par le CGRI, exécutée sous la couverture constitutionnelle d'un guide suprême dont le conseil était dominé par les commandants du CGRI, est quelque chose de très différent de la même consolidation exécutée sans aucune couverture constitutionnelle. La première est une faction militaire qui contrôle l'État tout en maintenant son architecture juridique. La seconde est un pouvoir militaire à nu dans un pays dont 63% de la population est convaincue que la guerre n'a rien à voir avec elle. Le bilan de l'histoire sur la manière dont les populations réagissent au pouvoir militaire à nu pendant un effondrement économique n'a rien d'ambigu. Le ministre iranien des Affaires étrangères est de nouveau dans les airs, en route vers le Pakistan, avec une proposition que Trump a décrite comme meilleure que la précédente. La chronologie de 10 minutes entre l'annonce de l'annulation américaine et la proposition iranienne améliorée dit tout sur le véritable équilibre du désespoir dans cette négociation. Trump a annulé le voyage américain, l'Iran a produit une meilleure proposition en 10 minutes. C'est le genre de séquence que les alliés de Trump adorent, annuler d'abord, déclarer victoire ensuite, expliquer plus tard si quelqu'un pose encore des questions. C'est le puits de pétrole iranien qui parle. C'est l'horloge de 3 jours qui parle.
Ce sont 85 millions de personnes dans les files d'attente pour du carburant dans un pays producteur de pétrole qui parle à travers l'horaire d'avion du ministre des Affaires étrangères. Le CGRI célèbre des démonstrations de missiles sur la place de la Révolution. Ces soldats ne sont pas payés. Son empire économique fonctionne sur ses réserves. Son guide suprême choisi se trouve peut être sur une muraille commémorant les morts. L'opération économique Fury fonctionne, les sanctions contre les raffineries Teapot fonctionnent, les gels d'actifs en crypto-monnaie fonctionnent, les 3 porte-avions sont en position, le blocus tient. Le stockage se remplit et à Mashhad, la murale raconte une histoire que la République islamique n'avait pas l'intention de diffuser. La question qui déterminera tout ce qui se passera ensuite est de savoir si la faction qui retourne au Pakistan et produit des propositions améliorées dans les 10 minutes suivant le retrait américain est la faction qui prend réellement les décisions à Téhéran. Ou si la faction qui a peint la murale, qui a placé le visage du guide suprême parmi les martyrs, qui comprend ce qui se passe dans l'établissement médical où se décide l'avenir de la République islamique, a déjà accepté un résultat que les voyages en avion du ministre des Affaires étrangères ne changeront pas. 3 jours. C'était le chiffre de Trump pour l'horloge géologique. La murale suggère que l'horloge politique peut être déjà arrivée à 0, et si les 2 horloges expirent simultanément, ce qui suit n'est pas une résolution négociée de la crise nucléaire iranienne. C'est quelque chose pour lequel personne à Washington, Pékin, Moscou ou Riyad n'a de plan complet. Quelque chose qui commence lorsqu'un État révolutionnaire doté du nucléaire perd son autorité suprême, son fondement économique et sa structure de gouvernance civile au même moment où sa faction militaire la plus puissante dirige un pays qu'elle ne sait pas diriger. Les cartes sont dans la main de Washington. Et pourtant, la mise en scène à la Trump fait encore semblant que tenir les cartes signifie contrôler l'incendie, mais le jeu est sur le point d'entrer dans une phase où personne ne contrôle pleinement le paquet. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Bonjour et à bientôt.